Un enfant chuchota dans le vent cette nuit-là, mais ce fut le chien qui l'entendit. Une tempête de neige dévalait des hauteurs, enveloppant la vallée d'un silence blanc. Tandis que le monde restait au chaud derrière des portes verrouillées, un chien policier retraité nommé Max se tenait alerte sur le porche d'une vieille cabane, les oreilles frémissantes, le museau levé vers la tempête. Quelque part dehors, une enfant était en train de craquer. Quelque part dehors, ce genre de cri que seule une mère devrait entendre avait été englouti par la neige. Personne d'autre n'entendit les mots pris dans ce murmure « Je suis désolé, maman. Je serai sage ». Mais Max, lui, les entendit. Et ce vers quoi il mena son maître, Ellie, cette nuit-là allait changer à jamais 3 vies. Une fille oubliée, un soldat en deuil, et un chien qui refusait d'oublier le sens du devoir, même hors du champ de bataille. Ce n'est pas seulement une histoire de sauvetage. C'est une histoire de retour à la maison. Avant de commencer, le vent dévalait des montagnes comme une chose vivante. Il hurlait à travers les arbres et sur les toits gelés de Fairbanks, Montana. Une ville qui figurait à peine sur la carte, mais qui s'accrochait à son propre rythme obstiné. Les lampadaires vacillaient sous le poids de la neige, projetant de longues ombres ondulantes sur des trottoirs vides. Quelque part, une lumière de Porsche s'éteignit. Ailleurs, une fenêtre se refermait contre la fureur de la tempête. Mais juste à la limite nord de la ville, au-delà des pins, là où les lampadaires n'atteignaient plus, une vieille cabane se dressait seule au bord de la forêt, patinée par le temps, au toit sombre, et ensevelie jusqu'aux genoux sous les congères. Ellie Turner était assis au bord de son lit, le silence autour de lui épais comme de la laine. Il avait 43 ans, large d'épaules et mince, avec le genre de carrure forgée par la guerre et usée par la paix. Son visage était rude, tout en os et en ligne, une mâchoire anguleuse parsemée de quelques jours de barbe, une fine cicatrice traversant son sourcil gauche comme un souvenir qui refusait de s'estomper. La lumière au-dessus de lui était faible, chaude, mais elle ne pouvait adoucir les ombres sous ses yeux, la tension de sa bouche. Son épaule droite lui faisait mal, une vieille opération, et le froid n'aidait pas. Les rêves non plus. Il était venu à la cabane pour un congé médical censé être pour la convalescence. 6 semaines. Il disait que c'était le temps de guérir, de respirer. Mais pour des hommes comme Ellie, respirer n'était pas chose facile. Pas quand le silence lui rappelait les fusillades. Pas quand l'immobilité ressemblait à l'attente de la prochaine bombe. Il tendit la main et caressa la fourrure épaisse du chien couché à ses pieds. Max, un K9 à la retraite, âgé de 10 ans maintenant, mais toujours affûté comme une lame. Max était un berger allemand pur sang, son pelage un mélange de charbon et d'ambre, ses oreilles toujours alertes même en dormant. Il avait les yeux d'un soldat, vigilant, calme, et juste un peu hanté. Max avait servi aux côtés d'Ellie en Irak, cherché dans des bâtiments effondrés en Syrie, et une fois reçu des éclats en protégeant Ellie d'un IED. Ces jours-ci, sa démarche était plus lente, sa patte droite raide avec l'âge, mais ses sens restaient inégalés. Ellie se leva, enfila une lourde chemise en flanelle par-dessus son t-shirt, puis son manteau. Dehors, la neige tombait latéralement par fortes rafales. La tempête s'était infiltrée plus vite que prévu, et les prévisions annonçaient d'autres chutes pour la nuit. Il ouvrit la porte de la cabane pour vérifier le périmètre. Une vieille habitude dont il ne pouvait se défaire, et c'est alors que Max bougea. En un instant, le chien fut debout. Il n'aboya pas, se mit simplement au garde-à-vous. Le nez au vent, les oreilles dressées. Puis il s'élança. Sans hésitation, droit dans le blanc, disparaissant des marches du porche et dans les bois au-delà. « Max !» cria Ellie, mais sa voix fut engloutie par le vent. Sans réfléchir, Ellie attrapa ses bottes, enfila ses gants d'un coup sec et courut après lui. La neige le frappa comme une gifle, aveuglante, piquante sur ses joues, remplissant ses poumons de glace. La lampe de poche dans sa main traversait à peine la nuit, mais il suivit la trace des empreintes de pattes profondes dans la neige, traversant la colline et descendant vers la lisière des arbres. 10 minutes plus tard, Ellie était trempée jusqu'aux genoux. Le froid mordait à travers ses gants, la douleur dans son épaule s'intensifiant à chaque mouvement. Pourtant, il continua. Max ne courait jamais sans raison. Et cette fois, ce n'était ni la proie ni l'instinct. C'était un but. Il trouva Max juste après la lisière du parc Miller, où l'aire de jeu était ensevelie sous le blanc. Le toboggan ressemblait à une colonne vertébrale effondrée, recroquevillée sous la neige, les balançoires figés en plein air. Max se tenait à sa base, immobile, les oreilles baissées, le museau au sol.
Alors Ellie la vit, un paquet. Non, une enfant recroquevillée serrée sous le plastique du toboggan, à moitié couverte de neige, comme si la tempête avait essayé de l'effacer. Son visage était pâle, ses lèvres teintées de bleu, ses cheveux collés à sa joue. Son manteau était fin, trempé et déchiré aux manches, une moufle manquante. Elle ne bougeait pas. Ellie tomba à genoux à côté d'elle. Max laissa échapper un doux gémissement et recula d'un pas comme s'il sentait la gravité de la situation. Petite. Tu m'entends? La voix d'Ellie était rauque, presque perdue dans le vent. La fille bougea à peine. Ses lèvres s'entr'ouvrirent. Je suis désolée, maman, chuchota-t-elle. Je serai sage. Ce fut tout. Elle s'effondra de nouveau dans la neige, la respiration superficielle. Ellie n'attendit pas. Il la prit dans ses bras. Elle ne pesait presque rien. Il l'enveloppa dans son propre manteau. Sa peau était de glace, son rythme cardiaque faible. Il baissa les yeux vers Max. « Rentrez, mon vieux. » « Préparez la porte, » ordonna-t-il. Max s'élança comme s'il avait compris chaque mot. Le chemin du retour fut un flou. La neige brouillait la trace. Les arbres ondulaient comme des fantômes dans l'obscurité. L'épaule d'Ellie hurlait à chaque pas, mais il ne s'arrêta pas. La respiration de l'enfant était la seule chose qui comptait maintenant. Elle avait besoin de chaleur. Elle avait besoin d'une chance. Et Max lui en avait donné une. Au moment où il atteignit la cabane, Max était déjà là, grattant à la porte. Ellie trébucha à l'intérieur. Il posa doucement la fille sur le vieux canapé près du feu et commença à lui enlever ses couches trempées. Il l'enveloppa dans des couvertures, plaça des bouillottes à ses côtés. Il lui frotta les mains. Max était assis à proximité, ses yeux ne quittant jamais la fille. Les minutes s'écoulèrent. Sa poitrine se souleva, retomba, se souleva de nouveau, un peu plus régulièrement cette fois. Ellie s'adossa, la respiration saccadée. Il regarda Max, qui reposait maintenant son menton sur ses pattes, les oreilles frémissant vers l'enfant. « Tu l'as trouvé » murmura Ellie. « Sacré vieux héros. » La tempête hurlait encore dehors, le vent fouettant les fenêtres. Mais à l'intérieur, la cabane était chaude. Une petite fille était en sécurité. Un soldat respirait plus facilement, et Max, le chien qui refusait d'oublier son devoir, veillait sur eux deux. Le feu crépitait doucement, projetant une douce lumière ambrée sur les murs de pin noueux de la cabane. Dehors, la tempête continuait de hurler, mais à l'intérieur, le temps s'était ralenti jusqu'au silence. Le canapé était devenu un lit de fortune pour la convalescence, recouvert de couvertures de flanelle, d'un vieux sac de couchage militaire et de 2 bouillottes enveloppées dans des serviettes. Lily n'avait pas bougé depuis qu'Ellie l'avait couché. Et pendant la première heure, lui-même ne bougea guère. Il se contentait de regarder sa petite poitrine se soulever et retomber. Chaque respiration, un petit miracle. Son visage n'était plus bleu, mais pâle. Ses cils étaient collés en touffes gelées. Des mèches de cheveux châtains clairs collaient à son front, humides de la neige fondue. Ses mains étaient encore froides malgré la chaleur qui l'entourait, mais son pouls était désormais régulier. Ellie s'agenouilla de nouveau à côté d'elle et lui essuya doucement le front avec un linge chaud, prenant soin de ne pas la réveiller. Max était couché à proximité, recroquevillé comme une sentinelle silencieuse, sa fourrure brun doré tressaillant à peine, bien que ses yeux ne quittassent jamais la fille. Il n'avait pas aboyé une seule fois depuis leur retour, se contentant de veiller, alerte, présent. Ellie se leva enfin, grimacement à la raideur de son épaule. La douleur lui rappelait l'explosion de mortier qui avait déchiré son unité 2 ans auparavant à Mossoul et l'opération qui avait suivi. Des broches métalliques, du tissu cicatriciel, des mois de rééducation. Il se dirigea vers la petite cuisine, alluma la bouilloire et s'appuya contre le comptoir, laissant son esprit dériver vers elle. Graisse. Sa sœur aînée avait été feu, obstination et rire avant que tout ne se taise. Elle avait quitté Ferban il y a 10 ans et n'était jamais vraiment revenue. Pas après que leurs parents l'eurent reniée pour son imprudence. Quand elle tomba enceinte à 19 ans, leur père, shérif à la retraite et pilier de la ville, l'avait qualifiée de déshonneur. Elle était partie de la ville avec guère plus qu'un sac en toile et un ventre gonflé. Ce fut la dernière fois qu'Ellie l'avait vue en personne. Il se souvenait encore de la douleur dans ses yeux, de la défiance dans sa voix.
Il s'était écrit quelquefois, puis même cela avait cessé. Maintenant, il était là avec une fille qui ressemblait à Grace à cet âge. Fine silhouette, pommette haute, et ses mêmes grands yeux interrogateurs. La bouilloire siffla. Il versa de l'eau chaude dans une tasse ébréchée et y laissa tomber un sachet de thé à la menthe. C'était la seule boisson non caféinée de la cabane, et il avait besoin de tenir quelque chose dans ses mains. Alors qu'il se retournait vers le salon, il remarqua le petit carnet posé sur le sol à côté du canapé. Il avait dû tomber de la veste de Lily. Ellie s'approcha, le ramassa et s'assit lentement sur la chaise en face d'elle. Le carnet était usé, abîmé par l'eau le long du dos, avec des pages courbées et de l'encre qui avait bavé dans le froid. La couverture indiquait seulement une note de Lily en grandes lettres capitales inégales. À l'intérieur se trouvaient des dizaines de croquis au crayon, certains grossiers, d'autres étonnamment soignés. Il y avait un dessin d'une fille seule à table, une chaise cassée sous elle. Une image séparée montrait une femme aux yeux en colère pointant une flaque de jus. Page après page racontait une histoire silencieuse et sombre. Ellie expira par le nez, lentement et fatigué. Il n'avait pas besoin du contexte. Il avait vu assez de foyers souffrants, assez de soldats qui en venaient. Il posa délicatement le carnet sur la table et regarda Max. Les oreilles du chien frémirent comme s'il répondait à un signal silencieux. « Oui, » dit Ellie doucement. « Je crois que nous avons là une survivante de la tempête. » Lily remua plusieurs heures plus tard. Le ciel dehors était devenu d'un gris acier uni, la neige perdant enfin sa fureur. Elle ouvrit lentement les yeux, clignant vers le plafond, puis tourna la tête et vit Max en premier. Le chien releva légèrement la tête, sa queue battant une fois contre le plancher en bois. Lily le regarda, l'expression illisible. Puis elle regarda Ellie. « Vous n'êtes pas un policier » murmura-t-elle, d'une voix faible. « Non » dit Ellie doucement. « Je m'appelle Ellie. »« C'est Max. »« Il t'a trouvé. » Elle ne répondit pas. Elle attrapa la couverture autour de ses épaules et la resserra. « Tu es en sécurité ici » ajouta Ellie. « Personne ne viendra. Tu n'es pas en difficulté. » Lily se redressa lentement. Ses mouvements étaient raides, comme si ses membres n'étaient pas encore entièrement sous son contrôle. Ses mains tremblèrent lorsqu'elle attrapa le carnet. Ellie le lui tendit sans un mot. Elle le serra contre sa poitrine. « Vous l'avez lu ? » « Oui, » répondit-il. « Je pensais que tu étais en train de mourir. Je voulais comprendre. » Lily ne parla plus, mais elle ne s'enfuit pas non plus. Plus tard ce jour-là, Ellie lui apporta un bouillon chaud, un bouillon de poulet fait maison de son congélateur, chauffé avec des herbes et une pincée de poivre. Elle s'assit à la petite table, Max à ses pieds. Ellie en face d'elle, mais pas trop près. Elle mangea lentement, presque mécaniquement, comme si elle n'était pas sûre quand la nourriture pourrait disparaître. Après, elle demanda « Je peux rester ce soir ?»« Tu peux rester aussi longtemps que tu en auras besoin. » Elle baissa les yeux. « Il pourrait me chercher. Voulez-vous qu'il vous trouve ?» Elle ne répondit pas. Cette nuit-là, Ellie prépara le lit de camp dans la chambre d'amis. La cabane avait 2 chambres, l'une à peine utilisée. Il plaça un chauffage d'appoint près du lit et empila des couvertures supplémentaires au cas où. Mais quand il se réveilla à 3 heures du matin d'un mi-rêve, mi-souvenir de coups de feu et de sable, il trouva Max parti de sa place habituelle au pied du lit. Ellie descendit tranquillement le couloir. Max était là, étalé sur le sol juste devant la porte de Lily, la tête entre ses pattes, la queue immobile, comme s'il avait monté la garde. Le lendemain matin, alors que des flocons de neige dérivaient comme des cendres dehors, Lily était assise près de la cheminée avec la tête de Max sur ses genoux. Elle n'avait toujours pas dit grand-chose, mais Ellie remarqua comment elle posait sa main sur la fourrure de Max comme pour s'ancrer. La télévision restait éteinte. Aucun son, sauf le feu et le craquement occasionnel du bois. Ellie était assise sur les escaliers, une tasse de café à la main, se demandant ce qu'aurait fait Grace. Dans l'après-midi, quelqu'un frappa à la porte de la cabane. C'était Sarah, la seule voisine dans un rayon d'un demi-mile. Dans la cinquantaine, Sarah Dunham était grande et nerveuse avec un visage aimable marqué par des années de vent et de soleil. Ses cheveux gris blonds étaient toujours attachés en un chignon haut, et ses vêtements étaient de la flanelle épaisse et du dénime, tout en fonction. Elle vivait seule depuis le décès de son mari, et bien qu'elle ne soit pas curieuse, elle était attentive.
Quand elle vit Ellie à la porte avec une fille derrière lui, elle leva un sourcil, mais ne posa pas de questions. J'ai apporté des provisions. Je me suis dit que la tempête avait coupé les vôtres, dit-elle. Sa voix était basse, sèche et rassurante. Ellie la remercia, accepta le conteneur et sortit brièvement pour parler. Elle jeta un coup d'œil vers Lily, puis vers Max. Elle va bien? Elle ira bien, dit Ellie. Elle n'est pas la mienne, mais elle a besoin d'un endroit pour l'instant. Sarah hocha la tête une fois. Alors c'est le meilleur endroit où elle aurait pu atterrir. Elle partit sans insister. Ellie la regarda disparaître dans les arbres, puis se retourna vers l'intérieur. Lily était en train de caresser Max, lui murmurant quelque chose à l'oreille. Il ne savait pas ce qu'elle disait, mais Max remua la queue une fois, lentement et sûrement. Et Ellie, pour la première fois depuis des semaines, ressentit quelque chose comme la paix. Le froid demeurait comme un invité indésirable, s'installant profondément dans la terre et les os. Dehors, le paysage était vitreux et blanc, des stalactites de glace pendant comme des crocs à chaque avant-toit. Le monde semblait paisible, mais à l'intérieur de la cabane, une tempête silencieuse commençait tout juste à se lever. Lily était assise à la petite table en bois dans le coin, ses fines jambes balançant au-dessus du sol alors qu'elle griffonnait quelque chose dans son carnet. Les flammes dans la cheminée dansaient doucement, leur crépitement étant le seul son en dehors du grattement du crayon sur le papier. Max était étalé sous la table, la tête reposant sur une patte, les yeux fixés vers le haut, veillant, attendant. Ellie se tenait au comptoir de la cuisine, versant du café dans une tasse en étain, son autre main frottant l'arrière de son cou. Le sommeil n'était pas venu facilement, pas avec les questions qui martelaient les murs de son esprit. Il jeta de nouveau un coup d'œil à la fille, puis à la photographie sur la cheminée. Une Grace plus jeune, les bras autour de son frère adolescent. Tous deux souriant maladroitement dans un jardin quelque part loin d'ici. La ressemblance entre Lily et Grace n'était pas subtile. Même mâchoire, même regard qui en voyait trop et en disait trop peu. Lily, dit-il finalement, d'une voix égale. Puis-je te demander quelque chose? Elle ne leva pas les yeux, mais elle hocha la tête. Ta maman? Quel était son nom? Le crayon s'arrêta. Ses épaules se tendirent. Grace, murmura-t-elle. Grace Dawson. Le cœur d'Ellie se serra. La tasse dans sa main trembla légèrement avant qu'il ne la pose. C'était ma sœur, dit-il lentement. Je m'appelle Ellie Turner. Il fit une pause, puis ajouta, ton oncle. Lily leva les yeux. Ses yeux ne s'écarquillèrent pas. Pas de halètement, pas de choc, juste un long regard fixe. Puis elle hocha la tête une fois, presque comme si elle le savait déjà. Elle parlait de vous, dit-elle, d'une voix mince. Elle avait une photo de vous et d'elle. Elle la gardait dans son manteau. Elle disait qu'un jour nous viendrions vous trouver quand ce serait sûr. La mâchoire d'Ellie se crispa, ses mains se serrèrent en poing le long de son corps. Il avait passé la dernière décennie à se dire qu'il n'aurait rien pu changer, que le départ de Grace avait été son choix, sa conséquence. Mais maintenant, face à face avec l'enfant qu'elle avait laissé derrière elle, toutes ses excuses semblaient vides. Pourquoi ne l'a-t-elle pas fait? Demanda-t-il, à peine un murmure. Lily regarda son carnet. Elle est tombée malade, dit-elle. Elle toussait tout le temps. Puis elle a cessé de se lever. Puis elle est partie. Ellie s'enfonça dans la chaise en face d'elle, le bois craquant sous son poids. Max se déplaça légèrement, levant la tête pour la poser doucement sur le pied de Lily. Le geste la fit tressaillir d'abord, puis se détendre. Où habitiez-vous alors? Demanda-t-il. Avec Tracy et Martin, dit-elle. Et à la mention de ces noms, les oreilles de Max frémirent et un grondement sourd vibra dans sa poitrine. Ellie ne le manqua pas. Tracy? Répéta-t-il. Votre belle-mère? Lily hocha la tête. Elle ne m'aimait pas. Elle disait que j'étais le désordre que Grace avait laissé derrière. Sa voix vacilla, et Ellie remarqua comment ses mains se crispèrent autour du crayon. Elle disait que j'étais trop silencieuse, trop bizarre, que je gâchais tout. Elle ne pleura pas, pas une seule fois. Mais Max se leva alors, fit le tour de la table et pressa son corps contre ses jambes. Elle s'appuya contre lui comme si elle essayait de ne pas s'effondrer. Elle a dit à tout le monde que j'avais volé le nouveau jeu de Sophie. Lily continua.
À son anniversaire. Elle m'a fait tout nettoyer pendant qu'il mangeait le gâteau. Puis elle a dit que je ne pouvais plus dormir à l'intérieur. Les doigts d'Ellie tressaillirent. Il se leva lentement et se dirigea vers le vieux secrétaire près de la bibliothèque. Il n'avait pas été touché depuis des années. Grace s'y asseyait pour écrire des lettres qu'elle envoyait rarement. Il ouvrit le tiroir du haut et commença à fureter parmi des enveloppes, des reçus, des poèmes gribouillés, des croquis, jusqu'à ce que ses doigts trouvent une enveloppe jaunie scellée avec son nom écrit sur le devant à l'encre noire estompée. Ellie. Il se rassit à table et l'ouvrit avec précaution. Le papier à l'intérieur était doux avec l'âge. L'écriture de Grace était courbée en long très incertain. Ellie, si tu lis ceci, je n'ai probablement pas pu te le dire en personne. Je n'ai jamais voulu que notre histoire se termine comme ça. Tu étais mon roc autrefois. Je sais que je t'ai déçu. Mais Lily, elle n'est pas une erreur. Elle est la seule bonne chose que j'ai faite. Si quelque chose m'arrive, et si par la grâce de Dieu cela te trouve, s'il te plaît, ne la laisse pas se perdre. Elle mérite plus que ce que je lui ai donné. Avec amour, Grace. Ellie lut la lettre 2 fois, puis la posa à plat sur la table. Lily le regarda, silencieuse. C'est l'écriture de ta maman, dit-il. Lily hocha la tête. Je traçais les lettres avec mes doigts. Elle disait, les mots ont un poids. Ellie regarda Max, qui était maintenant assis droit à côté de Lily, son corps rigide, ses oreilles pointées vers la porte. Tu savais, n'est-ce pas? Murmura-t-il. Tu l'as sorti de cette tempête comme si tu cherchais quelqu'un, comme si tu pouvais sentir son sang. Max aboya une fois, profond et aigu, puis redevint immobile. Ellie se leva et se dirigea vers la bibliothèque, en sortant un album photo. À l'intérieur se trouvaient de vieilles photos, des fêtes d'anniversaire, des étés au bord du lac, des instantanés de Grace dans sa veste en jean, les mains sur les hanches, comme si elle dirigeait le monde. Il tourna à une photo près de la fin. Grace tenant un nouveau-né. Un léger bracelet d'hôpital s'accrochait à son poignet. Elle ne nous a jamais dit, dit Ellie doucement. Ni à maman, ni à papa, ni à moi. Elle est juste partie. Il ne voulait pas de moi, dit Lily, non pas amère, mais factuelle. Ellie se tourna vers elle. Ce n'est pas vrai. Elle pencha la tête. Alors pourquoi m'ont-ils appelé un fardeau? Ellie ne répondit pas. Cette nuit-là, après que Lily fut couchée et que Max eut repris son poste devant sa porte, Ellie s'assit près de la cheminée, tenant la lettre de Grace d'une main et la photo de l'autre. Il fixa les flammes, son visage sculpté dans l'ombre. Dans le coin de la pièce, la vieille horloge sonna 2 fois. Dehors, la neige recommença à tomber. Douce, lente, et douce cette fois. Ellie regarda vers le couloir où Max montait la garde et se dit doucement à lui-même, nous n'allons pas la perdre, elle aussi. La chute de neige s'était installée en une dérive paresseuse, flottant comme des cendres d'un feu mourant sur les collines et les toits de Ferban. La cabane, maintenant rayonnante de vie, se distinguait comme un souffle chaud dans un monde gelé. Ellie arpentait près de la fenêtre avant, les bras croisés, la mâchoire serrée. Dehors, des traces de pneus coupaient la neige, s'arrêtant juste avant son porche. Un SUV de service, argenté et stérile, vrombissait doucement, de la vapeur s'élevant de son capot. À l'intérieur de la maison, Lily était assise sur le canapé, les jambes repliées sous elle, serrant une tasse de lait chaud. Max était couché à ses côtés, la tête sur ses genoux, et de temps en temps sa queue battait une fois, un réconfort silencieux. 2 personnes étaient sorties du SUV 10 minutes plus tôt. Ellie les avait vus par la fenêtre, les avait observés se tenir près de la voiture, organisant des papiers, échangeant des mots trop discrets pour être entendus. Maintenant, des pas crissaient sur les marches du Porsche. On frappa, mesuré, professionnel. Ellie ouvrit la porte. La première était une femme d'une 40aine d'années, emmitouflée dans un manteau de laine vert forêt et un pantalon foncé. Son nom était Danielle Ramos, une travailleuse sociale principale du Bureau régional des services de protection de l'enfance. Elle était grande et posée avec une peau couleur cacao, des cheveux naturels courts et des lunettes cerclées d'or qui lui donnaient un air d'autorité tranquille. Son ton, lorsqu'elle parla, était net mais pas méchant. « Monsieur Turner, je suis Danielle Ramos. Merci d'avoir appelé. » Derrière elle se tenait un homme, pâle, trapu, légèrement dégarni, avec une moustache grise soignée et un presse-papier serré contre sa poitrine.
C'était l'officier Ray Milner, l'agent de liaison des services de protection de l'enfance du bureau du shérif. Son uniforme était propre et repassé, ses bottes impeccables, et ses yeux fatigués comme ceux d'un homme qui avait vu trop de foyers brisés. Il hocha la tête mais ne sourit pas. Ellie s'écarta. Entrez. Ils entrèrent, secouant la neige de leurs épaules. Daniel scanna immédiatement la pièce, ses yeux glissant sur la cheminée, les meubles, Lily, et enfin Max. Elle marqua une petite pause à la vue du chien, mais hocha la tête en signe d'approbation devant son calme. Lily se recroquevilla légèrement à leur approche, son épaule se raidissant, mais Max ne bougea pas. Ses yeux, vifs et clairs, suivaient chacun de leurs pas. « Je crois comprendre que c'est Lily Dawson, » dit Daniel doucement, s'accroupissant pour ne pas dominer l'enfant. « C'est exact, ma chérie ?» Lily hocha la tête une fois. Elle ne parla pas. Elle attrapa son carnet. « Nous ne resterons pas longtemps, » l'assura Daniel. « Nous voulons juste comprendre ce qui se passe. J'ai lu le rapport que vous avez envoyé, Monsieur Turner. C'est préoccupant. » Ellie lui tendit une chemise en carton qu'il avait préparée, des copies de la lettre de Grace, des dessins de Lily, et une photo de Grace tenant un bébé Lily devant une clinique à Billings. Daniel la prit, la parcourant avec une efficacité professionnelle. « Savez-vous où se trouvent ces tuteurs légaux maintenant ?» demanda l'officier Milner. « Ils vivent en ville. Tracy et Martin Miller. » Milner prit une note. Daniel se leva et redressa son manteau. « Nous devrons leur parler. » 1 heure plus tard, le salon avait changé. Lily s'était retirée dans le couloir juste derrière l'arcade, à moitié cachée dans l'ombre. Max était resté avec elle, positionné comme un soldat montant la garde. En face d'Ellie, Tracy Miller se tenait les bras croisés, les lèvres serrées dans une préoccupation feinte. C'était une femme d'une trentaine d'années, nettement vêtue d'un col roulé crème et d'un manteau taillé, ses cheveux blonds tirés en une queue de cheval lisse. Son visage, sous le maquillage et l'effort, était lisse et maîtrisé. Mais il y avait quelque chose de dur autour des yeux, une acuité affûtée par des années à masquer le ressentiment. À ses côtés se tenait Martin Miller, un homme quelconque d'une quarantaine d'années avec une ligne de cheveux fuyante et des rides profondes autour de la bouche. Il portait un coupe-vent bleu marine, des bottes éraflées, et l'air de quelqu'un qui avait maîtrisé l'art de l'évitement. Tracy commença la première. « Lily s'est enfuie, dit-elle fermement. Toute cette affaire est un malentendu. Elle est troublée, renfermée. Nous avons tout essayé. Le conseil, une attention supplémentaire, elle ne répond tout simplement pas. Et maintenant ceci. » Martin hocha lentement la tête mais ne dit rien. Ses mains restaient enfoncées dans les poches de son manteau. « Elle a volé à notre fille. Un jeu électronique très cher, continua Tracy. Nous l'avons trouvée cachée sous son matelas. Puis elle a disparu cette nuit-là. Nous étions morts d'inquiétude. » Max grogna. C'était bas mais indubitable. La pièce se figea. Le visage de Tracy se figea. Daniel se tourna vers le couloir. « Lily, » appela-t-elle doucement. « Voudrais-tu dire quelque chose ?» Il y eut un silence. Puis Lily sortit, serrant toujours son carnet. Elle marcha lentement jusqu'à atteindre Max, s'agenouillant à côté de lui, posant une main sur son cou. « Je ne l'ai pas pris, » dit-elle doucement. Sophie l'a mis là. Sa maman lui a dit de le faire. Tracy inspira comme pour interrompre, mais Daniel leva une main. « Laissez-la parler. » La voix de Lily trembla. « Ils m'ont fait dormir dans la buanderie. Je n'avais pas le droit de manger avec eux. Si je renversais quelque chose, je devais sauter des repas. Je n'ai pas pu aller à la fête d'Ava parce que je n'étais pas assez propre. » Daniel jeta un coup d'œil à l'officier Milner, qui griffonnait frénétiquement des notes. « Je dormais sur un tapis à côté du congélateur, » ajouta Lily, baissant les yeux. « Parfois, ils oubliaient que j'étais là. » Ellie s'avança, tendant à Daniel un dernier document. Un témoignage écrit de Madame Clara Huit, une enseignante à la retraite qui vivait à 2 maisons des Miller. Clara, une veuve aux cheveux argentés d'une 60aine d'années, avait appelé plus tôt cette semaine-là après avoir vu le visage de Lily sur un tableau d'affichage. Sa note était brève mais accablante. « J'ai vu cette fille dehors dans la neige sans manteau plus d'une fois. Je lui ai offert un chocolat chaud une fois et Tracy m'a dit de me mêler de mes affaires.
Cette fille était effrayée. Daniel plia la lettre et la plaça dans sa chemise. « Avez-vous autre chose à dire, Madame Miller ?» demanda-t-elle. La voix de Tracy se brisa. « Nous faisions de notre mieux. Elle n'est pas notre fille. Nous n'avons pas signé pour ce genre de fardeau. » Max aboya une fois. Aigu, fort, définitif. Lily tressaillit, mais ensuite elle sourit. Non pas au jappement, mais au son de celui-ci, comme si une ligne avait été tracée dans la neige. Daniel soupira et referma sa chemise. « Je vais déposer une requête d'urgence pour la garde protective, dit-elle. Avec effet immédiat, Lily restera sous la garde de M. Turner pendant que nous enquêterons plus avant. Si nécessaire, nous porterons l'affaire devant le tribunal de la famille. » Tracy semblait avoir avalé de la glace. Martin regarda ses pieds. Personne n'essaya de l'arrêter. Alors qu'il partait, Daniel s'agenouilla une fois de plus à côté de Lily. « Ça te conviendrait de rester ici un moment ?» demanda-t-elle. Lily hocha la tête. « Max est là. » Daniel sourit. « C'est une très bonne raison. » La neige bordait encore les marches du palais de justice comme de vieux os laissés par l'hiver. Le ciel au-dessus de Fairbanks était d'un gris pâle et tenace, le genre qui s'accrochait au froid même quand le soleil essayait de percer. À l'intérieur du petit bâtiment municipal, le vieux radiateur sifflait doucement, menant une bataille perdue d'avance contre le courant d'air qui s'infiltrait par les fenêtres. La salle d'audience était modeste, ses bancs de chêne polis par des décennies de griefs de petite ville, un banc de juge légèrement de travers sur sa estrade, et des néons qui bourdonnaient au-dessus avec une fatigue propre. Ellie était assis droit dans un blazer bleu marine fraîchement repassé, le même qu'il portait pour les funérailles de sa sœur. Ses épaules remplissaient le cadre, sa mâchoire fraîchement rasée, bien que les lignes dures de son visage et la tension dans ses yeux trahissent le peu de sommeil qu'il avait eu. Son bras droit restait raide à l'épaule, encore en convalescence après la réparation des éclats, et il ne le bougeait que si nécessaire. Max était couché sur le sol à côté de lui, sa fourrure épaisse brossée et son collier brillant. Le berger allemand était calme mais alerte, ses yeux ambrés rivés sur la porte comme un soldat attendant des ordres. Lily était assise à côté d'Ellie sur le banc poli, ses jambes balançant légèrement, vêtue d'un manteau bleu marine et d'un pantalon en velours côtelé que Sarah avait raccommodé pour elle la nuit précédente. Ses cheveux étaient attachés en une simple tresse, son visage pâle composé, mais portant toujours la légère échymose d'une ancienne peur. Le petit carnet à spirale reposait sur ses genoux, ses doigts serrés autour de son bord. Elle n'avait pas beaucoup parlé ce matin-là, mais lorsqu'elle entra dans la salle d'audience et que Max la suivit sans laisse ni hésitation, elle murmura « Il vaut mieux qu'un avocat de toute façon ». La juge Helen Hart présidait l'audience. Au début de la cinquantaine, la juge Hart avait l'aplomb d'une femme qui avait survécu des années dans un tribunal dominé par les hommes sans jamais élever la voix. Ses cheveux auburn étaient coupés à la hauteur des épaules, pratiques et soignés. Son expression était ferme, non pas froide, et ses yeux bleu pâle scannaient la pièce avec la précision de quelqu'un qui ne ratait rien. Elle portait une robe bordeaux profond au lieu du noir standard. Une rébellion subtile contre la tradition que personne n'osait plus remettre en question. La cour est maintenant en session pour l'affaire de la garde temporaire concernant la mineure Lily Dawson, annonça T.L., d'une voix égale et inébranlable. Tracy et Martin étaient assis de l'autre côté de la pièce. Tracy portait un manteau bleu marine taillé, un foulard de soie noué serré à sa gorge, et un rouge à lèvres foncé qui accentuait la tension de son expression. Elle était assise raidement, le menton légèrement relevé, la mâchoire serrée. Martin, en revanche, avait l'air de préférer être n'importe où ailleurs. Il était habillé décontracté d'un pull gris et d'un pantalon kaki, ses yeux papillonnant d'un coin à l'autre comme un homme attendant l'alarme incendie. La première partie de l'audience se déroula rapidement. Déclaration, introduction, formalité légale. Puis vint la soumission d'Ellie, un test ADN certifié du laboratoire d'État de Missoula, confirmant une probabilité de 99,9% qu'il était l'oncle maternel de Lily. Avec cela, une copie notariée de la lettre de Grèce, des photos d'elle avec Lily, et une déclaration sous serment de la voisine Madame Clara Hewitt concernant la maltraitance de Lily. La juge Hart examina les documents sans expression, mais prenait des notes régulières dans son registre. Puis vint la partie que tout le monde redoutait. « Madame Miller, dit la juge Hart, levant les yeux. Vous avez déclaré sous serment que Lily Dawson a des problèmes de comportement et a été prise en flagrant délit de vol chez votre fille. Maintenez-vous toujours cette affirmation ? »
Tracy ajusta son foulard et se pencha en avant. Oui, votre honneur. L'objet en question, un appareil de jeu portable, a été retrouvé caché dans les affaires de Lily. Elle se conduisait mal depuis des semaines. Irrespectueuse, repliée sur elle-même, sournoise. La jugearde hocha la tête. Compris. Votre fille Sophie est-elle présente? Oui, dit Tracy, les yeux glissant vers la porte. Un huissier fit entrer Sophie. La fillette était petite, avec de longs cheveux blonds attachés par des rubans assortis. Elle portait une robe de velours trop formelle pour une comparution au tribunal, et son expression oscillait entre confusion et effroi. Elle n'avait que 7 ans, mais ses yeux papillonnaient nerveusement entre ses parents et la juge avec la fatigue de quelqu'un habitué à être entraîné. La jugearde se pencha légèrement en avant. Sophie, j'aimerais que tu me dises, avec tes propres mots, ce qui s'est passé avec le jouet. Personne ne sera en colère. Je le promets. Sophie regarda sa mère. Tracy lui fit un sourire de mise en garde forcée. Mais Sophie baissa les yeux, puis regarda Max, qui avait levé la tête, et Lily, qui la regardait silencieusement, les bras serrés autour de son carnet. J'ai menti, chuchota Sophie. La pièce se figea. J'ai mis le jouet dans la couverture de Lily. Maman m'a dit de le faire, ajouta-t-elle, sa voix à peine audible. Elle a dit que Lily prenait trop de place. La bouche de Tracy s'ouvrit dans un halètement silencieux. Sophie, commença Martin, mais la jugearde leva la main brusquement. Le silence ne fut rompu que par le cliquetis de son stylo alors qu'elle prenait une autre note. Merci, Sophie. Vous pouvez retourner dans le couloir. La fille partit rapidement, ses petits talons tapant contre le carrelage. Tracy se leva soudainement, la voix haussée. Elle ne sait pas ce qu'elle dit. Ce n'est qu'une enfant. Elle a été stressée. Toute cette affaire a été traumatisante pour nous tous. Max se leva. Pas d'aboiement, pas de grondement, juste l'élévation calme et délibérée à toute sa hauteur. Il s'avança, se plaçant entre Lily et Tracy avec la grâce d'un gardien expérimenté. Son regard se posa sur le visage de la femme, non pas menaçant, mais inébranlable. Tracy se figea. La jugearde leva un sourcil. Apparemment, tout le monde ne trouve pas sa présence si menaçante. La salle d'audience respira de nouveau. Lily parla alors, doucement mais clairement. Je ne veux rien, dit-elle. Ni jouets, ni vêtements, ni gâteaux. Je veux juste vivre avec Max. Sa voix se brisa légèrement. Il ne crie pas. Il ne ment pas et il reste. Ellie ferma les yeux un instant. La jugearde baissa les yeux, expira lentement, puis s'adressa à la salle. Cette cour reconnaît les preuves crédibles de négligence et d'abus émotionnels avec le lien familial confirmé entre M. Turner et la mineure. Et à la lumière du témoignage de Sophie Miller, j'émettrai une ordonnance provisoire plaçant Lily Dawson sous la garde d'Ellie Turner en attendant une enquête plus approfondie. Si nécessaire, nous porterons l'affaire devant le tribunal de la famille. Tracy semblait avoir avalé de la glace. Martin ne bougea pas. Personne n'essaya de l'arrêter. La jugearde ferma le dossier. Que le procès-verbal indique que parfois le témoin le plus loyal n'a pas besoin de parler du tout. Les jours qui suivirent l'audience se déroulèrent comme un dégel. Lent, incertain, mais doucement transformateur. L'hiver régnait toujours dehors, mais à l'intérieur de la cabane, la chaleur venait maintenant de plus que du bois de chauffage. Un rythme revenait au mur. Des pas le matin, des rires dans la cuisine, le grincement des vieux planchers sous le poids de quelque chose comme la paix, et toujours le halètement tranquille de Max à proximité, comme s'il était le battement de cœur de la maison. Lily avait cessé de tressaillir quand la bouilloire sifflait, ou quand Ellie élevait la voix pour appeler d'une autre pièce. Elle se déplaçait maintenant avec une confiance mesurée, ses yeux ne scrutant plus les portes, mais s'attardant sur les dos des livres, sur les vitres givrées, et sur Max, surtout sur Max. Il la suivait partout. Même maintenant, alors que le soleil perçait la crête de la montagne, Lily était dans le jardin avec de grosses bottes d'hiver, son manteau zippé jusqu'en haut, un bonnet tricoté tiré sur ses oreilles. Elle marchait péniblement dans la neige, jetant occasionnellement un coup d'œil en arrière. Max, à quelques pas derrière, boitait légèrement à travers les congères. Sa démarche avait ralenti ces dernières semaines, ses articulations raidies par l'arthrite qu'Ellie avait autrefois attribuée à la simple raideur hivernale.
Mais Max ne se plaignait pas. Il ne le faisait jamais. Chaque matin, quand Lily attrapait son manteau, Max se levait, s'étirait avec précaution et suivait avec une détermination inébranlable. Ce matin, Lily s'arrêta près du vieux pin à la limite de la propriété, un endroit où la neige s'accumulait en bosses douces comme des bêtes endormies. Elle leva les yeux vers l'arbre, puis baissa les yeux vers Max, qui s'assit avec un gémissement et posa sa tête sur sa botte. Sa main gantée se tendit et caressa entre ses oreilles. « Tu viens toujours » murmura-t-elle. Il remua la queue une fois. À l'intérieur, Ellie regardait par la fenêtre de la cuisine. Il tenait une tasse de café dans une main, son autre frottant le tissu cicatriciel sous sa clavicule. Il avait remarqué la raideur croissante de Max, l'hésitation à monter les escaliers, la façon dont il attendait parfois en bas jusqu'à ce qu'Ellie vienne lui soulever les pattes avant. Ellie n'avait encore rien dit à Lily. Elle venait juste de recommencer à sourire. Il n'était pas nécessaire de lui ajouter un autre poids. Il posa son café et entra dans la petite remise attenante à la cuisine. Elle était poussiéreuse, remplie d'équipements de chasse qu'il n'utilisait plus, d'une souffleuse à neige qui n'avait pas fonctionné depuis 2 ans, et de vieilles planches de bois. Il commença à fouiller, sortant ce dont il avait besoin. Cet après-midi-là, il construisit une rampe, pas une rampe sophistiquée, juste une planche solide et large recouverte de bandes antidérapantes et un cadre en bois qui menait du porche à la cour enneigée. Au moment où Lily et Max rentrèrent à l'intérieur, tous deux les joues rouges et trempés jusqu'aux genoux, la rampe était en place. Pour Max, dit simplement Ellie. Lily la regarda, puis le regarda. Pour qu'il n'ait pas à sauter. Il n'est plus aussi vif qu'avant. Elle s'agenouilla et serra fort Max dans ses bras. Tu es toujours mon meilleur ami? Ce soir-là, après le dîner, du fromage grillé et de la soupe à la tomate, que Lily déclara être la chose la plus chic qui soit, ils se rassemblèrent près du feu. Max était blotti aux pieds de Lily, son museau reposant sur la couverture, les yeux mi-clos. Ellie était assis dans son fauteuil, un livre de poche ouvert mais non lu. Lily feuilletait un livre de poésie, son doigt traçant les lignes comme si elle apprenait une nouvelle langue. Ellie, demanda-t-elle soudain. Oui. Qu'est-ce que Grace aimait lire? Il la regarda, surpris par la question, puis sourit. Elle adorait les histoires de fantômes, les histoires effrayantes. Le genre avec des escaliers qui grincent et le vent qui souffle à travers la fenêtre même quand elle est fermée. Lily gloussa. Elle n'avait pas peur. Elle disait qu'elle aimait le frisson. Elle disait que ça la faisait se sentir vivante. Lily hocha la tête pensivement. Je peux en lire une? Il se leva, se dirigea vers la bibliothèque et en sortit un volume corné avec un dos en cuir craquelé. Il le lui tendit et la regarda s'installer en tailleur à côté de Max, ouvrant le livre avec précaution comme si c'était quelque chose de sacré. Pendant qu'elle lisait, ses lèvres bougeant en rythme silencieux, Ellie aperçut quelque chose qu'il n'avait pas vu depuis longtemps. La paix. Non pas l'absence de bruit, mais le genre de quiétude qui vient quand une âme se sent en sécurité. Cette nuit-là, alors que la neige tombait en fin fils d'argent dehors, Ellie passa devant la porte de Lily et jeta un coup d'œil. La pièce était chaude, faiblement éclairée par la petite lampe de chevet. Elle dormait déjà, son carnet à ses côtés, son bras drapé sur Max comme une enfant serrant son jouet le plus précieux. Max leva les yeux quand Ellie entra, cligna lentement des yeux, puis laissa ses paupières se refermer. Sa respiration était régulière, mais plus lente qu'elle ne l'avait été. Ellie s'accroupit, caressant doucement la fourrure du chien. « Tu as bien fait, mon vieux, » murmura-t-il. « Tu as vraiment bien fait. » Le lendemain matin, Ellie trouva Lily à la table de la cuisine, un petit dessin devant elle. C'était Max au garde-à-vous avec une petite fille à ses côtés et des montagnes en arrière-plan. Au-dessus d'eux étaient les mots « Mon premier ami ». Ellie ne dit rien. Il lui versa simplement un verre de jus d'orange et s'assit à côté d'elle en silence. Plus tard cette semaine-là, Sarah passa. Elle apporta des muffins. Elle apportait toujours quelque chose. Aujourd'hui, c'était des muffins aux myrtilles, encore chauds, emballés dans un sac en tissu réutilisable avec un ruban rouge noué autour de l'anse. « J'ai pensé que vous pourriez avoir besoin de quelque chose de doux, » dit-elle, brossant la neige de son manteau. Sarah était grande et élancée, avec les joues gercées par le vent et des yeux gris doux qui ne rataient rien. Elle avait une manière tranquille d'entrer dans une pièce comme si elle y avait toujours sa place. Ses rides du sourire étaient profondes mais bienveillantes, et elle portait son âge comme un insigne de compétence.
Lily est là? Demanda-t-elle. Elle est dans le jardin avec Max. Sarah jeta un coup d'œil par la fenêtre. Il ralentit. Je sais. Tu vas lui dire? Ellie secoua la tête. Pas encore. Sarah posa les muffins sur le comptoir. Quand tu le feras, sois doux. Elle se remet sur pied, mais les points de suture ne sont pas encore solides. Je le ferai. Sarah déposa un baiser sur le front de Lily avant de partir et fit à Max une longue et persistante caresse derrière les oreilles. Tu es un bon chien, murmura-t-elle. Ne t'inquiète pas, elle a des gens maintenant. La neige s'était adoucie cette semaine-là, recouvrant les pins d'un blanc velouté. Elle ne tombait plus en blizzard ou en tempête hurlante. Elle flottait lentement et doucement comme la nature exhalant. À l'intérieur de la cabane, l'air avait pris le rythme régulier d'une vie trouvant prudemment sa forme. Le doux fredonnement de Lily le matin, le grattement des griffes de Max sur le plancher en bois, et l'odeur de vieux livrets de tisane flottant sous les basses poutres en bois. Ellie se déplaçait dans la maison avec une raideur qui venait non seulement de son épaule, mais du poids des choses qu'il n'avait pas encore osé ressentir. Ce jour-là, en nettoyant un vieux tiroir dans la chambre de Grace, maintenant celle de Lily, il tomba sur un petit objet noir pas plus grand que sa paume, poussiéreux, oublié. C'était un enregistreur vocal, un ancien modèle de poche, que Grace utilisait pendant son bref passage en freelance pour une station de radio locale. Il ne l'avait pas vu depuis des années. Curieux, Ellie enleva la poussière et appuya sur lecture. Il y eut du statique, puis un bruissement, puis la voix de Grace, fatiguée mais douce. Son souffle, un murmure. Je ne sais pas qui entendra jamais ça. Peut-être personne. Peut-être que je le jetterai dans le tiroir et l'oublierai. Mais j'avais juste besoin de parler à Lily. Ma Lily. Tu dors à côté de moi. Nous n'avons pas de chauffage. Tu retires ta couverture et je la remets sans cesse. Tu souris dans ton sommeil. Je crois que tu iras bien. Un jour, quelqu'un te verra pour ce que tu es. Pas un fardeau, pas un secret, juste une petite fille qui fredonne quand elle dessine et tend des craquelins aux oiseaux, même quand elle sait qu'ils ne viendront pas. J'aurais aimé être assez courageuse pour te ramener au Montana, mais ils ont clairement fait savoir qu'ils ne voulaient pas de toi. Pas vraiment. Pas après ce qui s'est passé. Et peut-être que j'ai été lâche. Mais peut-être que ton oncle sera plus fort que moi. Si cela lui parvient un jour, Ellie, je suis désolé. Mais s'il te plaît, si elle te trouve, ne la force pas à s'excuser d'exister. Laisse-la juste être. L'enregistreur s'arrêta. Ellie resta là longtemps, le silence pesant autour de lui. Le monde ne bougea pas. Pas de tonnerre, pas de drame, juste une douleur sourde et profonde dans sa poitrine, comme si quelque chose de vieux s'était enfin libéré. Il prit l'enregistreur et se dirigea vers le salon où Lily était blottie avec Max près de la cheminée, ses jambes repliées sous elle comme un chat. Elle lui lisait doucement à voix haute un livre pour enfants abîmés, sa voix légèrement rauque à cause de l'air sec. Max cligna lentement des yeux, ses oreilles frémissant à chaque intonation de sa voix. Lily, dit Ellie, s'agenouillant à côté d'elle, tendant l'enregistreur. J'ai trouvé quelque chose de ta maman. Je crois qu'elle nous l'a laissé. Lily le prit délicatement. Quand elle appuya sur lecture, elle retint son souffle. Ses petites mains tremblèrent tandis que la voix de Grace remplissait à nouveau la pièce. Quand le message se termina, Lily ne pleura pas. Elle regarda Max, puis leva les yeux vers Ellie. Elle pensait que je souriais dans mon sommeil, murmura-t-elle. Elle avait raison. Cette nuit-là, la neige recommença à tomber, fine et régulière. Le genre qui chuchotait des secrets sur les toits et s'attardait sur les rebords de fenêtres. Ellie resta éveillée plus tard que d'habitude, écrivant la première ébauche d'une requête pour la garde pleine et entière. Plus d'attente, plus de limbo. Grace avait voulu la sécurité pour sa fille. Il la lui donnerait, non pas comme une obligation, mais comme une promesse. Aux premières heures du matin, un bruit sec le tira de son sommeil. Ce n'était pas un aboiement, c'était un bruit sourd. Ellie bondit du lit, l'adrénaline à vif. Il trouva Lily agenouillée dans le couloir d'entrée, toujours en pyjama, les bras autour de Max. Le chien était sur le flanc, immobile au premier coup d'œil. Une de ses pattes arrière tressaillit faiblement, mais le reste de son corps était inerte. Max ne se réveille pas, murmura Lily.
Il essayait de me suivre aux toilettes, et il est juste tombé. Ses yeux étaient sauvages, paniqués. Ellie s'agenouilla, ses mains bougeant vite mais doucement, vérifiant sa respiration. Son pouls. Le corps de Max était froid, beaucoup plus froid que la normale. Sa respiration était superficielle. Difficile. Il faut le réchauffer, dit Ellie. Apporte des couvertures. Lily courut et revint avec deux, les traînant sur le sol. Ils enveloppèrent Max étroitement, Lily pressant sa joue contre sa fourrure, murmurant encore et encore, « Ne pars pas, Max. Ne pars pas. » Les minutes s'écoulèrent lentement. Ellie augmenta le thermostat, apporta un chauffage d'appoint et s'assit sur le sol à côté d'eux. Le temps perdit son sens. Lily ne bougea jamais. Son bras resta autour du cou de Max, comme si le maintenir en place le maintiendrait en vie. L'aube s'infiltra dans la cabane en rose pâle et gris. Le feu avait baissé, mais la pièce était chaude d'une chaleur plus forte que la simple chaleur. Puis, lentement, Max bougea. Pas beaucoup. Juste un tressaillement de sa patte, un soupir par ses narines, sa queue battit une fois. Il va bien, haleta Lily. Il est toujours là. Ellie expira pour la première fois depuis des heures. Oui, il l'est. Lily regarda Max et murmura, « Tu n'as pas le droit de partir encore. » Max, groggy mais éveillé, cligna des yeux vers elle. Et à ce moment-là, quelque chose passa entre qu'Ellie ne pourrait jamais nommer, seulement témoigner, un lien au-delà de l'explication, au-delà du langage. Cet après-midi-là, après que le vétérinaire eut fait une visite à domicile et confirmé que l'effondrement de Max était probablement dû au stress du froid et au surmenage dû à son arthrite, Lily se blottit de nouveau à ses côtés, lui caressant les oreilles. « Il m'a sauvé dans la neige, » murmura-t-elle. « Maintenant, je vais le sauver. » Ellie ne dit rien. Il attrapa simplement son téléphone et appela Daniel. « Il est temps, » lui dit-il. « Je veux que ce soit permanent. » Elle est à la maison maintenant. Nous sommes à la maison. Le palais de justice sentait légèrement le nettoyant au pain et les manteaux d'hiver imprégnés de neige fondue. Dehors, le monde était toujours blanc, les arbres squelettiques, les rues silencieuses. Mais dans cette petite pièce aux bancs d'acajou et au sceau de l'état sculpté au-dessus du siège du juge, la chaleur pulsait comme un battement de cœur prêt à renaître. Lily était assise à côté d'Ellie, ses bottes atteignant à peine le sol, ses jambes balançant légèrement comme si son corps ne pouvait rester immobile sous le poids de ce que ce jour signifiait. Elle portait un pull bleu doux que Sarah avait tricoté. Un gros fil légèrement trop grand, les manches retroussées jusqu'au coude. Ses cheveux avaient poussé depuis son arrivée, et maintenant ils lui tombaient juste au-delà des épaules en douces vagues brunes. Une petite tresse glissée sur le côté retenait les mèches de ses yeux. Sur ses genoux, elle serrait un petit ours en peluche auquel il manquait un œil en bouton et sentant légèrement le cèdre, sa dernière possession de sa maison natale. Max, nettoyé et brossé, était blotti à ses pieds. Il ne se déplaçait plus avec la même vivacité, mais sa posture ce matin-là était fière, ses oreilles alertes, ses yeux vigilants, comme s'il savait, sans comprendre chaque mot, que ce jour ne concernait pas les lois ou les signatures, mais l'appartenance. La juge entra avec une autorité tranquille. La juge Marian Collinsworth était une femme à la fin de la soixantaine avec un chignon gris soigné, de profondes rides sur le front, et des yeux qui pouvaient fondre ou percer selon la vérité qu'on leur offrait. Elle portait des lunettes sur une chaîne et une alliance, bien que personne n'ait vu son mari depuis des années. Sa voix, lorsqu'elle parlait, était douce, mais jamais incertaine. « Commençons, » dit-elle, pliant les mains sur le banc. Ellie se tenait debout dans sa chemise bleu marine repassée et son pantalon kaki usé. Il avait tout l'air du soldat essayant de réapprendre la douceur. Sa mâchoire était fraîchement rasée, ses cheveux foncés soigneusement peignés, mais il y avait toujours une ombre dans ses yeux. Le SSPT ne laissait pas un homme indemne, seulement géré. Pourtant, ce matin-là, la voix d'Ellie ne trembla pas. Il soumit les derniers documents, la requête de garde pleine et entière, des lettres de conseillers, des références de caractère de Sarah et du directeur de l'école, et une copie de l'enregistrement vocal de Grace. Puis, comme si de rien n'était, il tendit un certificat de naissance, nouvellement émis, fraîchement ancré. Lily Grace Turner. La juge ajusta ses lunettes, lut en silence pendant quelques instants, puis leva les yeux. « Mademoiselle Lily, » dit-elle, sa voix se réchauffant. « Comprenez-vous ce qui se passe aujourd'hui ?» Lily hocha la tête. « Je crois que oui. »
voudriez-vous dire quelque chose? Lily regarda Ellie, puis Max. Elle inspira. Je ne veux aller nulle part ailleurs. Je ne veux plus être déplacée. Je ne suis pas un problème. J'avais juste besoin que quelqu'un me trouve. Max l'a fait. Puis Ellie l'a fait. Et maintenant je n'ai plus peur. Le regard de la juge la retint un instant de plus avant qu'elle ne sourit. Merci, ma chérie. Puis doucement, fermement, le marteau tomba. La garde est accordée à Ellie Turner. Le nom Lily Grace Turner est par la présente reconnu par l'État du Montana. Cette session du tribunal est conclue. C'était fait. Dehors, la neige avait recommencé à tomber, mais cela ne ressemblait plus à une attente. C'était comme une célébration. La cabane changea après cela, non pas dans sa structure, mais dans son âme. Les dessins de Lily remplirent le réfrigérateur. Le lit de Max était maintenant doublement rembourré et plus près du feu. Sarah passait plus souvent, parfois avec des casseroles, parfois avec des livres, toujours avec ce sourire ancré qui disait « Vous n'êtes pas seul ». Et Ellie riait davantage. Pas souvent, pas fort, mais vraiment. Et puis vint le jour où Lily demanda « Et si on faisait un endroit où les enfants comme moi pourraient aller quand personne n'écoute ?» Ellie cligna des yeux. Comme un foyer? Comme un endroit où Max irait s'il était une personne? L'idée grandit tranquillement, comme le givre traçant une fenêtre. Avec l'aide de Sarah et de quelques bénévoles locaux, ils convertirent l'ancien poste de garde forestier en bas de la colline en quelque chose de nouveau. Il avait été un dépôt, puis abandonné. Ses fenêtres brisées, ses planchers déformés, mais ils le peignirent en jaune doux, réparèrent le toit, l'aménagèrent avec de la chaleur, de la couleur, des livres, des lits superposés. Ils le nommèrent l'abri de Max. Au-dessus de la porte d'entrée, peinte de la main soignée de Lily, se trouvaient les mots « Ici, chaque enfant est trouvé avant qu'il ne soit trop tard ». Des entreprises locales donnèrent des vêtements. Une enseignante à la retraite offrit d'être tutrice. Le maire est même venu un après-midi avec des couvertures et un sourire qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux, mais c'était un début. La cabane resta leur foyer, mais l'abri devint leur but. Max, bien sûr, était le gardien honoraire. Il accueillait chaque enfant comme s'il s'agissait d'amis perdus depuis longtemps. Même si ses pas ralentissaient et que ses siestes s'allongeaient, il ne manquait jamais une promenade matinale ni le son d'un sanglot d'enfant. Il leur donnait de petits coups de museau aux genoux, posait sa tête sur leurs genoux, disant à sa manière « Tu es vu ». Un soir de fin de printemps, alors que les dernières neiges fondaient en boue et que les montagnes redevenaient vertes, Lily était assise à côté de Max sur le porche. L'air sentait la terre et la pluie. Elle portait une robe d'été jaune par-dessus un jean, ses pieds nus, ses bras longs maintenant. Elle grandissait vite. Max était couché à ses côtés, sa fourrure amincie par l'âge, ses respirations profondes et fatiguées, mais régulières. Lily posa une main sur son dos. « Tu m'as trouvé en premier, Max, dit-elle, d'une voix douce. Je n'oublierai jamais. » Il battit la queue une fois, le plus petit des gestes, mais c'était suffisant. Parce que certains débuts n'ont pas besoin de feux d'artifice. Certains n'ont besoin que d'un murmure dans la neige, et de quelqu'un qui choisit d'écouter. Parfois, Dieu n'envoie pas des anges avec des ailes. Parfois, il envoie un vieux chien aux pattes fatiguées, un soldat au cœur cicatrisé, et un murmure dans la neige. Et de cela, quelque chose de sacré naît. Non pas dans le tonnerre, mais dans une chaleur tranquille, dans les secondes chances, dans les enfants qui dorment enfin sans peur. Peut-être que les vrais miracles ne sont ni soudains ni bruyants. Peut-être qu'ils viennent doucement à travers la fourrure et le givre et le genre d'amour qui refuse de partir. Si cette histoire a touché votre cœur, prenez un moment pour la partager avec quelqu'un qui croit encore aux miracles silencieux. Commentez ci-dessous avec le nom d'un chien, d'une personne ou d'un moment qui a changé votre vie. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer la prochaine histoire où l'amour renaît de la souffrance. Que le Seigneur vous bénisse, vous protège, et vous rappelle que parfois, même dans le plus froid des hivers, il envoie de l'aide en fourrure et à quatre pattes.